Les liseuses sont-elles réservées aux femmes? Les chaises, les lampes, les liseuses. Ah non, les trucs pour lire. Ah, les liseuses, les petites tablettes. Oui, voilà, est-ce qu'elles sont réservées aux femmes? Ben, je ne sais pas, je vois pas pourquoi. On ne sait pas. Bonjour Emen, bonjour Flo, bonjour les invités. Nous sommes au Clévo cette fois. Underscore se délocalise à Étoile-sur-Rhône à l'occasion de Terre de Geek. C'est une ambiance dédiée à la pop culture, aux jeux sur table, aux jeux vidéo, bornes d'arcade et rétro gaming. Il y a également aussi de la littérature et de la bande dessinée. Et l'événement est ouvert à tous gratuitement de 14h à 18h cette fois. Et cette fois, nous sommes en compagnie d'invités. Nous recevons aujourd'hui Nathalie Bagadet, Laetitia Lussac et John Renman qui vont partager l'heure avec nous. Et tout de suite, eh bien, on va vous laisser vous présenter. Donc Nathalie, bonjour. Bonjour à tous. Alors, tu es de Livron, tu es autrice et accompagnatrice d'auteurs pour ceux qui souhaitent se lancer dans l'auto-édition. Tu as également écrit 13 livres après une carrière d'enseignante, dont un qui va sortir fin mars d'ailleurs. Oui, c'est ça, je viens de mettre le point final et c'est vraiment toujours très agréable de clore des mois de travail d'écriture lorsqu'on met le point final et que le livre, ça y est, il est prêt à être publié. C'est très beau à vivre. Eh bien, merci pour ta présentation. Merci. Alors, nous avons également Laetitia Lussac, autrice qui vient de Bourg-les-Valences et qui a notamment publié un livre intitulé Le Lotus de la Vertu, qu'on avait reçu l'an dernier, en 2025. Et elle est également responsable d'exploitation chez Cultura Valence. Elle est donc à la croisée de la création et du partage auprès du public. Elle a également un livre qui va sortir fin d'année et aussi un recueil de poèmes, son 3e, qui sort aussi cette fin d'année. Bonjour tout le monde. Oui, effectivement, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion depuis toute petite autour des mots et j'essaye vraiment d'en profiter. Je suis très très contente d'être là et d'être accompagnée des amis habituels où on se retrouve à chaque fois dans les salons. C'est toujours un plaisir de se voir tous. Et enfin, nous avons John Renman, auteur aussi, originaire de Guadeloupe. Vous habitez Toulon, en Ardèche, et vous avez déjà publié 7 livres, dont le dernier, La prophétie de Géco, est paru aux éditions Negmaron. Et vous avez également une trilogie qui explore notamment les enjeux écologiques et du temps. Et par ailleurs, vous avez même un tome qui a été primé lors du lauréat d'auteur indépendant, mon best-seller, en 2015. Et vous avez votre 8e livre en cours de finalisation qui devrait sortir d'ici mars-avril. C'est ça, donc bonjour à tous. Donc effectivement, c'est très bien résumé. Et comme j'aurais aimé effectivement, comme pour Nathalie, pouvoir dire que j'ai mis mon point final à mon 8e livre, mais ça ne devrait pas tarder, donc on va dire plutôt le mois d'avril, je pense. C'est plus raisonnable. Oui, en effet. Et puis, combien de temps ça prend pour justement rédiger un livre, justement? Il y a toutes les durées possibles. Exactement, ça dépend de l'inspiration. C'est quoi le plus court que vous ayez mis, vous? Alors, en ce qui me concerne, le plus court, c'était La prophétie du Géco et ça m'a mis 6 mois. Ah oui. Mais 6 mois, c'était écriture non-stop, donc pendant, on va dire 4 mois d'écriture non-stop et puis 2 mois de relecture et correction. Et je dirais le plus long, 1 an et demi, avec Zéno, je dirais. Donc, comme tu dis, Nathalie, pardon, ça dépend. Et toi, Laetitia? Moi, le plus court, c'était 2-3 mois. Mais effectivement, comme tu disais, John, c'est écriture non-stop. Ouais. Et pour le coup, quand on a vraiment une idée en tête depuis toujours, je trouve que c'est plus de l'ordre de la libération. Tout à fait. On est littéralement en train de jeter les mots sur le papier, en l'occurrence sur l'écran, mais ça sort vraiment tellement naturellement et de manière simple. Quand on est vraiment dans une réflexion autour, quand c'est très cérébral, c'est là où je pense que ça prend plus de temps, effectivement. Et ton plus long, alors, t'as mis combien de temps? J'ai mis 1 an. Ah, mais il s'excuse, je vais vous faire peur, moi j'ai mis 7 ans pour mon roman d'Heroic Fantasy qui fait, il fait 150 000 mots, donc c'est l'équivalent de 3 romans en fait, puisque c'est à peu près 50 000 mots un roman. J'ai mis 7 ans pour concevoir l'univers, créer l'ossature des 4 tomes et terminer l'écriture du premier. Donc il n'y avait pas eu que l'écriture, mais c'était tellement, création à 100% d'un univers, des rites, du langage, etc., que ça m'a demandé 7 ans.
Et par contre, le plus court, c'est à peu près comme vous, c'est 2 mois, mais c'était un livre de développement personnel. J'avais tout dans ma tête, tout dans l'ordinateur. Ça a été un boulet de canon, très rapidement écrit, très rapidement publié. Donc, vous voyez, il y a à peu près toutes les durées. Les durées. Mais en matière de temporalité, aujourd'hui, vous êtes présent avec nous sur Radio Méga, mais également à Terre du Geek. Et aujourd'hui, vous avez chacun un stand où vous allez pouvoir présenter vos œuvres. Ah oui, mais ça, c'est ce qu'on adore. Hein. Je pense que vous ne me contredirez pas. Exactement. C'est ce qu'on préfère faire, d'échanger avec les lecteurs, que ce soit des lecteurs déjà fidèles qui nous suivent de salon en salon, ou des nouveaux qui nous découvrent et qui nous font confiance parce que la couverture leur plaît, le pitch leur plaît. Voilà, c'est ça qui est chouette. C'est vraiment une mise en valeur de notre travail, de nos idées, de ce qui nous anime, de ce qui nous fait vibrer au quotidien. Et c'est vrai qu'effectivement, comme disait Nathalie, ces temps d'échange avec le public, il n'y a rien de plus merveilleux. Peu importe la nature des retours, que ce soit positif ou que ce soit, entre guillemets, négatif, je pense que tous les trois autour de la table, on est d'accord pour dire que ça nous fait grandir. C'est un bon moteur. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ça, oui. Puis, comme l'a dit Nathalie, le fait souvent de revoir des lecteurs de longue date, il y en a qui viennent... alors ça va faire 10 ans que j'écris, si je ne me trompe pas, ou bientôt 11, et de revoir les mêmes lecteurs qui nous suivent depuis les tout débuts, qui nous disent que notre écriture a évolué, qu'ils se sont accrochés à nos personnages, ou des fois... Alors moi, ça m'est arrivé d'avoir C'était une petite mamie très gentille qui m'avait presque tiré l'oreille en disant oui, mais par contre ce personnage tu ne le tues pas, sinon ça va mal se passer. Et là on dit on va essayer. Mais bon. Donc voilà, c'est des grands moments qu'on adore. Oui. C'était un personnage secondaire mais que les gens appréciaient. Oui, c'est ça. Ça arrive. Dans South Park. Ça change parfois. Exactement. Ces retours-là, ça change parfois ce qu'on avait prévu de faire d'un personnage. Ah oui, oui, oui. Moi, j'avais un personnage, c'est un écureuil qui parle. J'avais pas nécessairement prévu de le mettre autant en avant dans les tomes suivants. Bon, j'ai été obligée. C'était le coup de cœur, de tous les lecteurs. Et puis, pour en revenir sur les salons, on a quand même une activité qui est très solitaire parce qu'on passe, on vous l'a dit, entre plusieurs mois et voire des années à écrire. Et là, on est tout seul dans notre coin. Et ça, c'est le bon pendant parce que là, on est au contact avec les autres et ça, on a besoin des deux, je pense. Eh bien, justement, on va rebondir sur votre parcours, mais avant, nous allons écouter une petite chiptune. Ouais. Et on se retrouve après sur Underscore. À tout de suite. Il s'agissait de Divergence de Sonjay Beats du groupe Samtom. Donc, c'est une musique qui a illustré une démo qui a été diffusée à l'Assemblée de cette année. Ça fait 2 jours qu'elle a été disponible sur les réseaux. Ah, c'est tout frais. C'est exactement tout frais et c'est vraiment intéressant. Il y a des textes très poétiques et très philosophiques sur est-ce que ta vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Mais voilà. Vous avez 4 heures. Et c'est ça. Non. On a 45 minutes. Alors, nous sommes sur Underscore, l'émission qui vous dit tout sur la culture numérique et nous sommes spécialement à Terre du Geek. En direct. Au Clévos, oui, nous sommes en direct avec des invités, avec Nathalie, John et Laetitia qui sont auteurs et qui sont venus nous rejoindre pour parler avec nous et échanger à travers des questions qu'on a rédigées. D'ailleurs, je te laisse... avoir la ferveur de pouvoir... Je passe, il y a le radio timer, tout ça. Oui, question. Alors, un petit peu autour de la genèse, comment vous en êtes arrivé là, sur l'écriture et puis la science-fiction. Alors, est-ce que vous vous souvenez du livre ou de l'histoire qui vous a donné le goût de lire ? Bonne question. Vas-y. Alors, qui commence ? Laetitia. Allez, je commence.
J'ai eu la chance d'avoir une super maman qui a mis à ma disposition des bouquins très 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 tôt. Donc je me rappelle même pas exactement parce que c'était tellement inné et naturel parce que ça a commencé dès mon plus jeune âge. Néanmoins, ce que je peux dire, et je vais me répéter parce que j'adore raconter cette histoire, c'est que le bouquin qui m'a donné envie d'écrire, c'est, et ça reste Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Effectivement, là, je suis tombée amoureuse. Alors, avec la naïveté de mes 13 ans, forcément, je n'ai pas tout compris, l'essence cachée, mais je me suis rendu compte qu'on pouvait sublimer des émotions fortes, des émotions noires, grâce aux mots. Et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir des mots, et j'ai voulu faire pareil. C'est très chouette. Et toi, John ? Alors moi, c'est moi je suis issu de l'univers, on va dire vraiment l'univers geek. C'est enfant, lorsque mes camarades lisaient Oui ou tout ce qui est livre jeunesse, moi j'étais plutôt porté sur Strange, Marvel. Vous devez forcément connaître. Hein. Nécessairement. Les Avengers. Les Avengers, exactement, Spider-Man. L'univers Star Wars aussi, donc j'ai toujours été un grand fan. Donc je me souviens même que sans même savoir lire à l'époque, donc j'ai commencé vraiment très jeune, je lisais les images et j'imaginais ce que les personnages pouvaient dire. Et c'est parti, ça a commencé comme ça. Et j'ai beaucoup, alors il faut savoir que j'aime beaucoup dessiner, donc j'ai retrouvé des bandes dessinées que j'ai créées quand j'étais enfant, avec pas mal de fautes d'orthographe parce que j'étais vraiment gamin. C'est ce qui fait son charme aussi. Hein. C'est vrai, oui. D'ailleurs, je les ai conservés. On est tous passés par là. C'est ça. Et j'ai retrouvé les cahiers avec les pages, les cahiers, pardon. Avec les petits carreaux. Voilà, super conquérant, voilà, c'est ça, avec les petits carreaux et avec les pages qui ont jauni avec le temps. Et on parlait de Genèse, et effectivement, mon tout premier roman, Les Colonnes du Temps, Genèse, je l'ai débuté en 2003. Et c'était suite à un cauchemar qui m'avait retourné, où j'avais rêvé qu'il y avait une forme lumineuse qui était apparue de manière accidentelle sur la planète et qui l'avait effacée. Et je m'étais réveillé en trombe, je me souviens, et je me dis tiens, ça pourrait être une histoire, une nouvelle. D'un cauchemar, tu as fait un bon bouquin. Je l'ai lu, il est super, je vous le conseille. Et ça devait être une nouvelle, et finalement, en développant les personnages, 3 tomes, voilà, comme Nathalie, parce que pareil, j'ai créé un langage aussi, etc. Donc ça fait 3 tomes, et ce sera même une saga parce que là, il y a la prélogie, et il y aura également une suite. Voilà. Super, pour les fans, c'est chouette. Voilà. Bonne nouvelle. Ça. Eh bien, ce qui me concerne, moi, j'ai mis un peu de mes livres préférés dans mes livres préférés à moi d'écrits, puisque j'ai adoré, moi, la série des Angéliques. J'aime le côté feuilleton, le côté qui dure, on suit les personnages de tome en tome, ils évoluent, il leur arrive des choses, etc. Et le côté sentimental, je suis très sentimentale et fleur bleue, donc l'amour absolu d'Angélique et de Geoffrey, waouh. Oui, d'ailleurs, pour les auditeurs, je vous rappelle qu'en fait, elle a même un t-shirt avec des licornes. Oui. C'est bébé Groot et bébé licorne qui s'échangent leur peau. C'est un t-shirt geek. Et j'adore aussi je ne sais pas si vous connaissez la série de Terry Goodkind, L'épée de vérité. Ce que j'adore avec cette série, c'est que vous êtes persuadé que les personnages vont dans une direction et à la fin ils vont complètement à l'opposé, sauf que tout était écrit mais vous l'aviez pas vu. Il y avait plein d'indices disséminés et vous êtes fait berner, et moi j'adore être berné, et donc j'adore berner les lecteurs. L'effet magique, quoi. Mais c'est exactement ça. Donc vous suivez mon livre, moi c'est Une autre vie à Citara, mon livre préféré, ma série préférée, et où je mène le lecteur en bateau. Je leur dis, tous ceux à qui je dédicace les bouquins, je dis, je vous préviens, c'est pas du tout ce à quoi vous pensez. Et à la fin, j'ai droit à des mèmes sur Instagram, sur les réseaux, avec, vous savez, le visage dans Friends, comment il s'appelle Joey qui fait et c'est moi quand je lis la fin d'un livre de Nathalie Bagadier, donc j'adore ça, c'est vraiment quelque chose de chouette. Et oui, comme quoi il y a une chute finalement, comme dans la magie en fait, tout simplement. Exactement, mais on révèle jamais nos secrets. Non. Mais d'ailleurs, en parlant de secrets, on va tout savoir nous aujourd'hui. Quels ont été les auteurs inspirants qui vous ont donné envie d'écrire? Alors Nathalie, on n'a pas encore ta réponse, mais Laetitia, oui, tu as répondu.
Alors, effectivement, j'ai commencé à écrire de la poésie. Donc, mon maître à penser, mon maître à écrire, c'était Baudelaire. Maintenant, pour la partie fantastique, évidemment, je suis la génération Harry Potter. Et également, du côté français, Pierre Bottero avec La Quête des Willan et Les Mondes des Willan. Tu as vu qu'ils avaient sorti le dessin animé. Et je l'ai magnifique. vu. Moi aussi, j'ai tout dévoré en une journée. Oui. Ouais. Moi, je l'ai dit, il y a Terry Goodkind et Anne-Serge Gollon qui m'ont vraiment inspirée. Mais au point de vue d'une figure inspirante, et là on n'est plus sur le développement personnel, c'est Au nom de tous les miens, écrit par Martin Gray. Quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, il peut m'arriver n'importe quoi, ça ne sera jamais aussi terrible que ce qui lui est arrivé dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui a été déporté, il a perdu toute sa famille proche, après il a créé sa propre famille, il a reperdu cette famille dans un incendie, il a recréé pour la 3e fois une famille. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est d'une force de caractère et qui m'a donc donné cette puissance où je me dis, moi, je ne peux pas me plaindre. Il ne peut rien m'arriver de pire que ça. Et la preuve, on n'en meurt pas. Donc, c'est un maître à penser, on va dire, au point de vue de la philosophie positive. Et c'est pour ça que ça m'a donné envie de créer un salon du livre optimiste. J'ai créé les Optimales, le salon du livre optimiste, depuis 4 ans. Oui, tout à fait. Où John était récemment. Oui, donc, tout à fait. Je confirme. Je passe le flambeau maintenant à toi, Oui. John. Allez, John, quels sont les auteurs qui ont été inspirants pour Alors, toi? en fait, moi, il y a 2 auteurs qui m'ont inspiré, qui m'inspirent encore. Alors, Nathalie le sait, parce qu'il y a Stephen King, évidemment. Alors, et ce qui est magnifique, c'est qu'il arrive à rester, à être moderne, quoi qu'il arrive, à suivre la vague, à surfer sur la vague du progrès, etc. Et en fait, il n'a pas fait que du sombre, parce que c'est quand même assez sombre, Stephen King. Oui. Il y a des choses qu'il écrit que moi, je ne pourrais pas me permettre d'écrire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est assez gore, assez sombre. Mais il y a quand même de très belles histoires aussi, qui sont hors fantastique, que j'ai adoré. Et ce que beaucoup de personnes ignorent aussi, c'est que je suis un grand fan de Robin Hood, l'assassin royal. J'adore. Alors, c'est la première vraie saga que j'ai lue et que j'ai vraiment accroché et j'ai adoré. D'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, les colonnes du temps ont dû s'en inspirer quelque part, parce qu'il y a toujours cette sorte de quête avec le personnage principal qui est un peu naïf au début et qui finit... il déguste moins ton personnage principal oui, c'est vrai, que le héros de Robin exactement. Hood. Ouais. Donc voilà, en résumé, j'aurais dit Stephen King et Robin Hood. Et pour en revenir à Robin Hood, elle est adorable. J'ai fait ma dernière, mon dernier cours de prof d'anglais avec elle, qui a répondu à tous mes élèves sur l'aventurier des mers. Et quand tu me l'as dit, j'avais dit la chance. Des mers, ouais. C'était merveilleux. C'est super. Personne formidable. Eh bien, merci pour ces réponses. On va passer à un autre sujet qui fâche. Peut-on vivre de l'écriture? Est-ce que vous avez... Qui a un vrai boulot à côté, du coup? Alors, moi j'ai un vrai boulot à côté. Je suis dans l'informatique, cadre informatique. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas en vivre. Effectivement, ça reste plus un hobby, une passion. Et donc oui, heureusement qu'à côté, oui, j'ai donc cet emploi d'informaticien. Et ben moi, du coup, vous l'avez dit au tout début, ça fait 7 mois maintenant que j'ai repris un emploi salarié. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai pu intégrer Cultura et ça me permet quand même de m'épanouir et d'avoir accès à des choses que j'aime. Et puis, j'ai surtout une équipe encadrante et un directeur qui supporte mes états d'âme, mes élans de créativité. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Oui. Et pour toi, Nathalie? En ce qui me concerne, moi, pendant 6 ans, j'ai essayé de vivre, alors pas nécessairement de ma plume, parce que je trouvais que c'était un peu difficile de baser mon revenu et comment faire manger mes enfants, etc., juste en vendant des livres. Parce que là, j'aurais été stressée de vendre mes bouquins pour pouvoir nourrir ma famille. Donc, j'avais une activité à côté, l'activité d'accompagnement éditorial, où j'accompagnais des coachs, des conférenciers pour publier un livre professionnel, sans passer par une maison d'édition, parce que ce sont des entrepreneurs dans l'âme et ils n'acceptent pas les conditions actuelles des maisons d'édition. Et ça a bien marché pendant pas mal de temps, mais ça m'a dispersée et ça m'a, moi, sorti de l'écriture, parce que quand on aide des gens à publier leurs livres, on ne publie pas le leur, le sien. Et du coup, j'ai eu besoin de retourner aussi au salariat
pour ne plus me disperser, pour pouvoir passer du temps à moi à écrire, et aussi retrouver la stabilité financière qui, disons-le, dans l'entrepreneuriat n'existe pas, surtout en ce moment. Donc, par contre, votre question est très intéressante parce que la question c'est est-ce qu'on arrive à en vivre ? Et dans cette question, on a, nous, répondu spontanément l'argent. Oui. Sauf que vivre, on est d'accord, c'est pas que gagner de l'argent. On est d'accord, il y a aussi l'équilibre. Voilà, et c'est un métier qui nourrit énormément, où quand on arrive à avoir des bons retours de lecteurs, eh ben, ça nous motive pendant des mois. Donc oui, on arrive à en vivre au point de vue moral, en tout cas. Oui. Et justement, le côté auto-édition, compte d'auteur, parce que Laetitia, tu es en compte d'auteur, je crois que toi aussi, John, en partie, tu fais confiance aussi à une maison d'édition aujourd'hui. Oui. Et toi, tu es en auto-édition. Alors, c'est quoi la meilleure solution finalement ? Alors, ça dépend après de ce qu'on veut. Pour le coup, je te reprends. Moi, je suis à compte d'éditeur. Donc, même en passant par une maison d'édition, on peut, entre guillemets, être amené à mettre de l'argent sur la table. Il faut dire ce qui est. Il y a deux types de contrats. C'est soit à compte d'éditeur où là, tous les frais sont pris en charge par la maison d'édition, soit à compte d'auteur, où on bénéficie de tout le réseau, le service impression, etc. d'une maison d'édition, mais on est quand même amené à verser une certaine somme. Il faut faire l'avance, quoi. Exactement, faire l'avance. Moi, j'avoue, pour être complètement transparente, que j'avais pas forcément envie de mettre de mon argent pour ce projet-là. Donc, je suis allée démarcher des maisons d'édition qui seraient prêtes à investir dans mon projet et à croire en moi. Ça reste, entre guillemets, une petite maison d'édition, mais c'est un choix personnel. Ça dépend aussi de ses finances, ça dépend aussi de sa confiance en soi, ça dépend de tout un lot de facteurs. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise, sans vouloir faire la référence de bonne ou de mauvaise situation. mais voilà, faut faire ce qui nous parle, ce qui nous paraît le plus juste et ce qui, au moment où on vit la chose, est le plus cohérent avec nos finances, notre état d'esprit, etc. Et toi, John, ta maison, c'est... Alors, en fait, oui, au début, j'ai écrit GECO en indépendant. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une maison d'édition guadeloupéenne qui s'était créée. Et je me suis dit, tiens, ce serait bien. C'était plus pour le côté, pour leur donner un petit coup de pouce. On a dit, bah voilà, moi j'ai écrit ce roman qui se passe en Guadeloupe. Est-ce que ça vous dirait de le publier ? Et ils ont accepté, effectivement. Et alors, ils m'ont juste demandé de changer le titre, qui est devenu La prophétie du GECO. Et dedans, il y a du créole. Alors, il y a des passages en créole dans le livre. Et entre-temps, à l'époque où j'avais écrit, moi, alors, le créole est devenu, on va dire, une langue officielle. Donc, il y a maintenant un certain orthographe à respecter. Oui. Et donc, ils m'ont demandé, enfin, ils ont corrigé. Donc, c'est là, on en revient, ça me permet de rebondir sur l'orthographe. Une maison d'édition nous permettra, en général, nous fera la correction, la promotion, etc. Et donc, c'est comme ça qu'effectivement, j'ai... Mais c'est une maison à compte d'auteur ou d'éditeur ? C'est-à-dire, est-ce que tu as payé quelque chose ? Non, j'en ai rien payé. Voilà, donc on est bien... parce que là, apparemment, personne autour de la table n'est à compte d'auteur. Et moi, je le déconseille. Parce que pour moi, compte d'auteur, c'est tous les désavantages d'une maison d'édition. À savoir que vous perdez les droits complets sur votre livre. Et vous êtes très mal rémunéré sur votre livre. Et vous n'avez pas les avantages de la maison d'édition qui est qu'elle prend en charge les frais. Et vous devez payer. Donc ça, vraiment, je déconseille, moi, le compte d'auteur. Et moi, plutôt que de l'auto-édition, je préfère utiliser le même terme que tu emploies, l'édition indépendante. Parce que auto-édition, dans l'esprit du lecteur, c'est vous faites tout vous-même, presque vous coupez les pages avec des ciseaux. Non, mais maintenant, on utilise Amazon et on met dessus. Voilà, c'est ça. Alors que l'édition indépendante, l'édition indépendante, on voit bien les valeurs d'autonomie, de courage que cela demande et surtout d'équipe. Parce que pour avoir une édition professionnelle, il faut être entouré d'une équipe. Donc moi, j'ai des bêta-lecteurs, j'ai des correcteurs, j'ai des graphistes. Et du coup, c'est un autre écosystème. D'ailleurs, quand j'ai dit indépendant, j'ai un petit sourire en coin parce que c'est après l'article avec Nathalie que je ne dis plus auto-édition. Voilà. Pour montrer qu'il y a quand même du travail derrière et qu'on n'est pas seul nécessairement. Et bon, moi, personnellement, c'est ce que j'ai préféré utiliser, l'édition indépendante. Et j'ai été édité de façon aussi traditionnelle. Question autour de la lecture. On parlait tout à l'heure de vos rencontres avec vos publics.
Et selon les retours que vous avez, est-ce que vous pensez que les jeunes lisent moins ou plutôt qu'ils lisent autrement voilà. Quel est votre ressenti sur cet aspect-là ? On va quand même laisser l'ancienne prof parler. Oui, j'ai été prof pendant 20 ans, c'est Nathalie là au micro. Et donc, non, moi je trouve que c'est un faux procès. On dit beaucoup qu'il y a beaucoup de gens, que les gens lisent moins. Et moi-même, la première, je lis moins parce que je me laisse happer par les plateformes et les Bridgerton et les machins. Oui, voilà. Mais par contre, ceux qui aiment lire, ils lisent beaucoup. Et ça n'a pas changé. Ils viennent en salon, ils viennent se procurer parfois j'ai fait des Imaginales, c'est le plus grand salon de fantasy de France. Les gens viennent avec des valises vides pour pouvoir repartir avec les bouquins. Donc ça prouve qu'il y a quand même cet engouement-là qui ne change pas et qui même s'accentue parce que souvent, quand on aime lire, voilà, on lit énormément. Oui, c'est ça. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, alors, je ne sais pas si c'est une tendance, hein, les garçons ont tendance à plus préférer la bande dessinée que la lecture. Et voilà, les mangas, etc. Donc souvent, j'ai même des amis, des hommes qui me disent « Ah, mais ton livre, quand il sera en BD, je le lirai. » Donc, voilà. Mais on est d'accord que c'est de la littérature. C'est de la littérature, c'est vrai. Une nouvelle interprétation du livre. Exactement, c'est vrai. Exactement. Mais ça lit, oui, comme l'a dit Nathalie, non, moi je ne constate pas qu'il y ait une baisse de lecteurs. Alors Laetitia, je te sais très engagée dans la transmission de la passion de la lecture. Hein, c'est quelque chose qui, ça fait partie de tes principales valeurs. Quelles sont les actions que tu mènes justement pour atteindre cet objectif de transmission de lecture ? J'ai commencé il y a quelques années quand je me suis mise à mon compte. Justement, j'ai été intervenante dans des établissements scolaires. J'ai animé des ateliers autour des mots, club de lecture, atelier d'écriture classique, préparation au concours d'éloquence, etc. Et c'est vrai que pour moi, c'est important parce que j'ai été cet ado, notamment, je suis beaucoup intervenue dans les collèges et j'ai été cet ado qui n'arrivait pas forcément à s'exprimer, à bien vivre son quotidien. Et les mots ont eu ce pouvoir très salvateur. Ça a vraiment apporté une solution à un mal-être profond qu'on rencontre d'ailleurs toutes et tous lors de l'adolescence. Et j'ai vraiment envie de dire aujourd'hui à ces nouvelles générations, quand bien même vous rencontrez des difficultés, il y a des moyens aujourd'hui qui peuvent vous permettre d'aller mieux et qui peuvent vous permettre de faire ressortir vraiment tout ce qu'il y a en vous. Alors c'est le but aussi de l'art, et ça va terminer en une œuvre magique. En tout cas, elle le sera pour vous, et qui sait, peut-être plus tard, elle sera même publiée, reconnue par d'autres. Et j'ai la chance, du coup, aujourd'hui, quand bien même j'ai arrêté mon activité à mon compte, de pouvoir continuer ça avec Cultura. Et je pense qu'aujourd'hui, on a ce devoir-là, justement, en tant qu'artiste, de tendre la main vers ces nouvelles générations et de leur dire ne délaissez pas l'art, la lecture, mais même, j'ai envie de dire, l'art sous toutes ses formes. Mais encore, comme on le disait tout à l'heure, finalement, il y a différentes formes de littérature. Peu importe que vous lisiez de la BD, du manga, un gros pavé ou pas. C'est de la création. Exactement. Mais par contre, revenons rapidement là-dessus, c'est qu'il y a quand même un problème, tu l'as dit toi-même, tu as arrêté notamment ton activité indépendante parce qu'il y a le gel du Pass Culture. Exactement. Donc je veux bien, nous, qu'on mette en avant ça, mais il faut qu'on puisse aller, il faut qu'on puisse aller dans les établissements scolaires. Or, à l'heure actuelle, c'est quand même bien limité, ça. D'un point de vue écriture, au niveau de quand vous vais dans ce processus, est-ce que vous vous imaginez un lecteur face à vous qui va lire votre livre ? Alors, je vais commencer. Alors, quand j'écris, donc, on va dire effectivement, je suis auteur, mais au moment de la relecture, je me mets à la place du lecteur et je me dis, comme Nathalie, j'adore mener un peu le lecteur en bateau, donc je me dis non, là c'est trop simple, il va trouver, non, ça, donc il y a quand même des chapitres qu'on va réécrire en se mettant à la place du lecteur. Moi c'est ce que je dirais, je pense que vous faites pareil. Je suis tout à fait d'accord, et le rôle des bêta-lecteurs est essentiel à cet égard, puisque les bêta-lecteurs, ce ne sont pas des crétins, les lecteurs, ce sont des premiers lecteurs du livre, avant que le livre soit publié, qui vont nous faire un retour justement de lecteurs, leur ressenti. Là j'ai compris, là je suis perdu, là je ne vois pas la scène, je ne comprends pas, lui il avait les yeux bleus
au 4e chapitre, là, ils sont marrons. Oui. Et c'est super ces retours-là. Et c'est grâce à leurs retours qu'on peut modifier notre copie et faire en sorte, moi je compare un livre à un diamant. Quand on extrait un diamant de la roche, il a beaucoup de valeur, mais quand il est taillé sous toutes ses facettes, il a vraiment une valeur absolue. Et donc c'est grâce au retour des bêta-lecteurs, on peut facetter notre diamant. Donc c'est dans cette étape-là des corrections que je pense plus au lecteur que quand j'écris comme toi. Pareil. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. La phase d'écriture, on est dans une bulle. Il y a quelque chose que nous et l'histoire. Exactement, qui nous transcende. Mais à partir du moment où on rentre dans ces phases de relecture suite effectivement aux notes des bêta-lecteurs, là, on est en train de se dire, bon, comment ça va être perçu ? Est-ce ils vont comprendre là où je voulais en venir, etc. Vos livres s'adressent-ils à un public précis ou est-ce que vous laissez chacun y trouver un petit peu ce qu'il veut, vous laissez de la place à l'imaginaire Oui, alors, moi, j'ai des livres où j'étais persuadée qu'ils s'adressaient à tel et tel public. D'ailleurs, je n'ai pas les mêmes bêta-lecteurs en fonction du genre du livre, etc. Mais je me rappelle très bien d'une séance de dédicace chez Cultura où j'attendais, honnêtement, il ne se passait pas grand-chose. Et moi, mon profil de lecteur habituel, c'est plutôt des femmes, 25, 35 ans, etc., qui viennent et qui découvrent ces bouquins-là. Et là, je vois un monsieur d'un certain âge qui s'appelle Georges, qui arrive les mains dans le dos, un peu proveneur du dimanche chez Cultura, et il commence à me parler de tout et de rien. Moi, le nombre de fois on m'a demandé où se trouvait tel et tel bouquin, sans comprendre que j'étais pas vendeuse, mais que j'étais là pour dédicacer les miens. Donc je lui ai même pas parlé de mes livres, on a parlé de voyage, etc., parce que j'étais là pour dédicacer un livre sur la Grèce. Et au bout d'un moment, il me dit, mais vous me parlez pas de votre livre ? Et je dis, je ne savais pas que vous aviez vu que j'étais là en dédicace. Et il me dit, mais si, mais moi j'ai tout lu de vous, je vous ai vu dans le journal, j'ai vu que vous étiez là en dédicace, je suis venue exprès. Donc Georges ne ressemble pas du tout à mes lectrices habituelles. Et comme quoi on est, voilà, Georges, big up. Et vous ? Ça me fait penser, je parlais de la lectrice c'était au salon de Beauchastel, la petite mamie qui était venue pour m'engueuler, pardon l'expression. Pareil, j'aurais jamais cru, quand je l'ai vue arriver, je me pensais qu'elle allait plus se diriger vers les auteurs, on va dire, terroirs. Oui, tout à fait régionaux. Et en fait, moi, elle me dit, monsieur Redman, c'est vous que je cherchais. Et là, je dis, qu'est-ce que j'ai fait ? Et donc voilà, elle m'a dit, j'ai adoré, c'était ma série Les Guadacopes, en fait, donc Géco, etc., la série qui se passe en Guadeloupe. Elle m'a dit, j'ai adoré, mais elle m'a dit, mais en revanche, celui-là, vous ne me le faites pas mourir, sinon, et tant qu'on y est, donnez-moi la suite. Là. Et je ne m'y attendais pas du tout, mais ça fait oui, voilà. Et concernant le rapport à la lecture d'aujourd'hui, les livres audio, Laetitia n'a pas exprimé sur ses lecteurs. Attention, Nathalie, veille au grain. il faut le dire. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit. Pour ma part, c'est pareil. Je suis contre les étiquettes. Alors, de facto, quand on publie un roman, il est censé être catalogué. Il y a des genres littéraires. Maintenant, le but, c'est d'être libre dans l'approche qu'on va avoir, et l'attrait ou non pour tel ou tel livre. Je veux dire, si on commence à mettre tout dans des cases, je trouve que ça perd de sa superbe, finalement. Très bien. Ok. Et concernant justement la lecture, le fait de lire sur un livre audio, une liseuse, un support papier, est-ce que ça change la manière dont on vit l'histoire pour vous ? Peut-être le côté audio plus que... Vous en lisez, vous écoutez des livres audio de votre côté ? Alors. Personnellement, non, j'en suis incapable. Je suis trop attachée, mais parce que ça vient de l'enfance. La sensation du livre dans les mains, le fait de toucher le papier, de tourner les pages. Maintenant, je connais des personnes, je pense une personne en particulier qui va se reconnaître, qui adore lire justement de manière numérique. Je pense qu'il faut être honnête vis-à-vis de ce qui nous convient le mieux et ne pas se forcer. Aujourd'hui, il y a différents supports qui sont proposés. Tant mieux, parce qu'il y a autant de... Ça revient aux étiquettes de tout à l'heure, finalement. Il y a autant de typologie de lecteurs qu'il y a de genres proposés. Faut juste que ça nous parle et qu'on trouve le moyen qui nous fasse le plus envie et rêver. Et en tant qu'auteur, il faut distribuer dans tous ces médias-là. Exactement. Parce que parfois, il y a des auteurs qui veulent publier qu'en papier ou qu'en numérique. Je dis, mais non, le plus dur, c'est d'écrire le livre. Et une fois que vous l'avez écrit, vous le mettez dans tous les formats disponibles. Bon, après, le format audio, c'est autre chose. Mais vous le mettez dans tous les formats disponibles pour que les gens qui préfèrent lire avec des gros caractères, il y a des gens qui ne peuvent plus lire sur du papier, c'est trop petit. Alors, justement, on a parlé de lecture, d'écriture, de support et de format également. Comment imaginez-vous le livre dans 20 ans ? Est-ce que c'est des pensées qui
qui traverse votre esprit de temps en temps? Alors, comment je l'imagine? Alors, je pense qu'on en parle aujourd'hui de l'IA. Hein. Il y aura forcément quelque chose avec l'IA. Alors, en ce qui me concerne, jusqu'à maintenant, j'évite d'utiliser l'IA, surtout, je ne veux pas en entendre parler, effectivement. Donc, dans 20 ans, oui. L'IA, alors que vous êtes dans l'informatique. Oui, c'est vrai. C'est J'ai levé paradoxal. le sourcil aussi. Le comble de l'ironie. Oui, effectivement, c'est surprenant, mais en ce qui concerne l'écriture, non, surtout pas, ne pas tricher, quoi. Comme quand on me demande pourquoi je veux pas de smartphone et tout, je dis je sais pourquoi, c'est parce que je bosse dedans. Voilà, C'est c'est ça. Oui, On sait que c'est effectivement. addictif. Exactement. Et après, dans 20 ans, alors à quoi ressemblera le livre? Il sera sûrement numérique, certainement. Je suis Non, sûre j'y que non. crois pas. Peut-être, Ouais. Il y a deux Non, personnes vous êtes de encore chaque attachés côté. avec Non, Valérie, non, c'est pas parce possible. Il y a un débat, ça y est. Alors c'est vrai que moi je suis désolé, je vais me faire flageller, mais je suis passé au numérique parce que voilà, j'ai une liseuse, à l'intérieur il doit y avoir plus d'une centaine de livres, c'est pratique, je peux surligner, avoir la définition d'un mot, etc. Bon, j'ai quand même le livre papier à côté sur la table de chevet, mais ouais, honnêtement dans 20 ans, bon. Voilà, je vais me faire lyncher, donc j'arrête de parler. Non, quand même pas. Non, mais après, Nathalie et moi sommes de grandes idéalistes, donc clair. forcément. Non, mais perso, oui, je suis comme Nathalie, j'y crois pas, j'ai pas envie d'y croire. Et en tout cas, de mon vivant, je ferai tout pour que ça n'arrive pas. De ma petite contribution, je pense que c'est trop beau, quoi. C'est un rapport l'âme, sensuel au livre, on le exactement. touche. Et puis on peut pas encore dédicacer les livres numériques. Oui. Pas encore. Bon, ça arrive, mais Ça c'est arrive, compliqué. c'est pas compliqué. vraiment, ouais. Mais par contre, pour moi, le futur, c'est même pas le futur, c'est une tendance actuelle, c'est le beau livre. Il y a vraiment une passion, et c'est peut-être lié aux réseaux sociaux, au fait de montrer les livres sur les réseaux sociaux, mais il y a une passion pour le jaspage, les livres en vernis sélectif, etc. Et ça, on ne peut pas le faire. Il n'y a pas cette beauté-là du livre numérique. Donc je pense que ça, c'est une tendance qui va se poursuivre dans les prochaines années. Oui, parce comme les disques, c'est pareil. On revient au vinyle. Oui, il y a les rééditions. Ouais. Oui, il y a les rééditions, comme tu dis, en format silver, etc. Oui, tout à fait. Merci pour vos réponses. On écoute une petite chiptune de nouveau et on se retrouve après pour l'agenda et pour quelques petites informations et de l'actualité. Et nous avons aussi une bénévole qui est là, qui nous parlera de son stand également. À tout de suite. Un peu abrupt, là. Ah oui, un peu abrupt, effectivement. J'ai hésité à faire un fail. Bonjour, vous êtes de nouveau sur Underscore en direct du Clévos. Vous venez d'écouter It's Moving Tribute de Echo de Victory. Donc, eh bien, effectivement, c'était issu d'une crack-throw sur Commodore 64 qui a été proposée il n'y a pas très longtemps, en fait. Il y a 2 jours aussi. Commodore 64, ah oui, toute ma génération. Exactement. Vous êtes sur Underscore, nous sommes au Clévos, à Terre du Geek, avec nos invités. Et tout de suite, nous passons à de l'actualité. Oui, avec une nouvelle campagne Ulule pour le prochain livre des éditions 64K. On rappelle que les éditions 64K proposent une nouvelle édition dédiée au CPC.
Dans l'ombre du CPC, l'héritage des jeux Amstrad. Attention, le livre sera en français. La campagne Ulule vient d'ouvrir. Zelda a 40 ans. Waouh. Eh oui, sorti au Japon le 21 février 1986, l'épisode fondateur de la série The Legend of Zelda représente toujours un modèle incontournable du jeu vidéo mêlant exploration, énigmes et découvertes. La pétition Stop Killing Games atteint les 1,5 million de signatures. Après près de 90% des signatures jugées valides par la Commission européenne, le Parlement va devoir examiner cette demande pour sauver les jeux vidéo comme patrimoine. Ouais, pour dire aux éditeurs, non, faut pas couper les serveurs, tout ça. Exactement. Passons à l'agenda. Eh bien, le festival Yggdrasil, il fête ses 10 ans et attend plus de 25 000 visiteurs. Wow. C'est payant, mais gratuit pour les moins de 13 ans. C'est sur inscription. Samedi 7 mars de 10h30 à 19h et dimanche 8 mars de 10h30 à 18h à Eurexpo Lyon. Allez-y. Valence joue. Pour cette 3e édition, les organisateurs passent à la vitesse supérieure. Le festival s'étale sur 2 jours, reposant toujours sur une tripartition jeux de société, jeux de rôle et jeux de figurines. Valence joue s'adresse en priorité à un public de joueurs et de joueuses initiés. C'est payant, 2 € pour les 2 jours, c'est pas énorme. Non, ça reste raisonnable. Samedi 14 mars, donc de 14h à minuit, et après il y a un break, et dimanche 15 mars de 10h à 17h, et c'est à la halle polyvalente Chaban-Delmas de Valence. Astrologique, frottons cette boule. Alors, SF, la dystopie est évitable, ce n'est pas une maladie. Cosplay. Ah oui, oula, très drôle le déguisement en avocat de Nintendo. Hein? Technocritique, ne dites plus ingénieur prompt, dites slopérateur. Ok. Geek. Ça s'appelle Terre du Geek, mais j'ai pas encore vu de geek qui prenait le retour à la Terre, les mains dans la boue. Imprimeur. Oui, mais non, c'est pas de la science-fiction ce bouquin, puisque tu l'as imprimé pour de vrai. Alors, écrivain. Rédiger, imprimer, je ne l'écrirai plus jamais. En tout cas, on fait bien marrer les gens. Ah, mais c'est ça de faire sortir des blagues à 2h du matin. C'est ça, ouais. Non, mais t'étais très inspiré. Alors, je rappelle le programme de Terre de Geek. Terre du Geek, comme disait Nathalie. Ne te trompe pas, Cécile. Alors... Nous sommes au domaine du Clévos de 14h à 18h à Étoile-sur-Rhône. C'est une ambiance dédiée à la pop culture avec des jeux vidéo, des bornes d'arcade, du rétro gaming, également de la littérature avec les auteurs que nous avons interviewés juste à l'instant. Et c'est gratuit et on remercie chaleureusement la MJC d'Étoile de nous avoir invités. Et nous allons laisser quelques mots de la part d'une bénévole qui va parler de son stand, le stand Père Palouis, c'est ça ? C'est ça. C'est notre association BTS, donc BTS d'ATR, développement, animation des projets territoriaux. Et nous sommes ici dans le cadre d'une coopération pour l'année prochaine, financer un voyage en Croatie. Et nous sommes en partenariat avec une petite créatrice du nom de Akumi qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et nous mettons en avant son travail. Bien. Et ton prénom, si tu veux te présenter ? Lisa. Eh bien, merci Lisa pour cette présentation. Je le rappelle qu'il y aura des jeux et des animations interactifs avec la ludothèque de la MJC d'Étoile. Il y a aussi des jeux de rôle proposés par l'ARP Cosplay. Il y a aussi un tournoi de la MJC de Saint-Marcel, un tournoi de jeux vidéo organisé par les LAN Pharaon et aussi un Mario Kart géant avec la médiathèque Le Passo, un Just Dance avec les bénévoles de la MJC d'Étoile. En jeux vidéo, vous avez AGS Automatique qui prête ces jeux. Vous avez également Gamestalgie, Retrofun Computing qui sont là aussi. Oui, on a aussi de la VR avec la médiathèque Le Patio. En lecture, vous avez également un coin lecture avec la médiathèque Le Patio et aussi Tristan Chaput qui représente Cultura, qui vous proposera et vous conseillera dans les mangas. Également, les auteurs qu'on a reçus aujourd'hui, Laetitia, Nathalie, John. Vous avez aussi Basile Despierres, Black Catman et La Faucheuse des mots, une maison d'édition. Et enfin, en culture geek, vous avez, comme on a vu tout à l'heure, l'association Père Palouis. Et pour les jeux de rôle, l'ARP Cosplay. Et également, nous avons aussi... Non, il n'y a pas Emilien. Il n'est pas là aujourd'hui ? Non, il n'est pas là aujourd'hui. Nous avons également... Je le vois sur la liste et tu l'as pas. Et oui, on a Résine qui représente aussi l'Internet responsable, un fournisseur d'accès local que vous pourrez prendre connaissance.
avec un stand où il y a du jeu vidéo en réseau, Super Tuxkart et tout ça, puisque Résine est orienté logiciel libre, donc on vous propose des jeux sous licence libre. Ouais. Et n'oubliez pas, toute l'après-midi, vous aurez également une buvette avec des boissons et des snacks, avec le soutien bien sûr de Cultura Valence et de la commune d'Étoile-sur-Rhône. Bah, c'est un Venez bon programme. nombreux. Ouais. Eh bien, on arrive au bout de cette émission. Ah bah oui. On a un peu débordé, je crois. Ouais, bah faudra recouper pour la rediff. Mais... Ah oui. En tout cas, amis auditeurs, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cette émission. Un dernier mot, les invités? Merci à tous, venez nous voir, on aura grand plaisir à discuter avec vous. Voilà, je n'aurais pas dit mieux, donc venez vous voir et surtout les nouveaux lecteurs, les habituels, n'hésitez pas à passer nous voir. Ouais. Idem, et surtout lisez, vivez, vibrez, mettez la créativité et vos passions artistiques en premier plan parce que c'est vraiment ça qui nous fait grandir. Et bien, sur ces belles paroles, on vous quitte et on vous rend l'antenne. À très bientôt. Bye bye. Bye. Salut. Bonjour Emmanuel, bonjour Lolo, bonjour Nadège, bonjour Flo.